in defensively. And we get a stop going in the half. 1, 2, 3. Attack, attack, attack. And a chase down block. He erased it. 3. Bingo! It's showtime! MVP, baby! He didn't do that, did he? Slam dunk! Tie game with 5 seconds remaining! He shot! What a perfect ending to a historic day! Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 131 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi cette semaine, on retrouve notre Brad Stevens à nous, c'est Pierre. Ça va, Pierre? Salut tout le monde, salut Ben. Ouais, je suis de retour après un bon petit moment. C'est vrai, on t'avait écouté dans un très bon épisode du Rock'n'Roll que je conseille, même s'il a plus d'écoute que nous, donc je pense que tout le monde l'a déjà entendu, avec Morgan et Benoît, que tu avais fait un très bon épisode. Franchement, je le recommande si vous voulez tout savoir sur OKC. Il faut l'écouter. C'est gentil, merci. Mais l'écoutez pas trop parce que le mec il regarde ses stats, il est au-dessus de nous, on va le perdre. Donc calmez-vous un petit peu. Et comme la semaine dernière, on a Tom. Ça va, Tom? Ouais, ça va et vous? Ça va Tom, puisqu'on continue les previews cette semaine, deuxième épisode de notre triptyque de preview. Vous connaissez la chanson, comme la semaine dernière, des questions, une première partie où on va plutôt s'arrêter sur des questions sur lesquelles on va creuser, puis une rafale de questions dans la deuxième partie. Ça fait beaucoup de fois le mot question, je m'excuse. Comme d'habitude, on vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Je vois pas mal de nouveaux abonnements sur Twitter. On vous remercie de nous laisser des notes aussi et des commentaires sur iTunes. D'ailleurs, sur iTunes, on a eu 2 nouveaux commentaires, dont un et qui le dit à juste titre. Les si n'aiment pas les ré. Je m'excuse, mais c'est une erreur que je dois faire depuis que j'ai... Non, peut-être pas 5 ans, parce que je connaissais pas la règle à 5 ans. Et bref, ça fait un bail que je fais l'erreur et... Quand tu fais une erreur depuis souvent, c'est difficile de la corriger, mais on va s'améliorer là-dessus. Et puis, n'hésitez pas non plus à nous poser des questions, que ce soit sur Twitter, Facebook ou par mail. Il y a notamment la première question de l'épisode de cette semaine, ça va être une question d'un auditeur, et on va y répondre juste après la pause. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Première partie avec, comme je l'ai dit juste avant la pause, une question d'un auditeur. C'est Prince, on le salue, il nous suit sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup avec lui, on te salue Prince. La semaine dernière, t'as dû te dire, ils vont pas répondre à ma question, mais on l'a gardé pour cette semaine. Je te cite, salut Ben, Alan, Tom, Pierre et ceux que j'ai sûrement oubliés, c'est-à-dire Jérémy et Antoine qu'on salue. Le prochain épisode est pour les previews, mais est-ce que ça serait possible de discuter de la signature de Anthony Davis, avec Rich Paul? Sans vouloir vous dire ce que vous savez peut-être déjà, c'est-à-dire que Davis entre dans la 3e année de son contrat max signé en 2016 et qui sera également éligible à l'extension Supermax. Le fait d'avoir viré son agent n'était pas anodin, mais est-ce que ça serait pas une anguille sous roche et Davis pourrait-il mettre la pression sur son front office pour cette saison? À terme, serait-il insensé d'imaginer un avenir en jaune et violet avec une autre tête d'affiche de son agence de conseil? Merci pour le temps que vous allez y accorder. Un bon week-end à tous. Alors, on sait que Tom a un amour totalement irrationnel pour Anthony Davis, donc je vais demander à Pierre de commencer sur cette question. Déjà, merci Prince de ta question. Après, moi déjà, quand tu parles de mettre de la pression sur le front office, je pense que ça fait un moment que le front office des Pélicans en a, parce que Davis, tu sais depuis un moment qu'il est pas sur le départ, mais il est souvent dans des rumeurs de trade. Tu sais qu'il a envie de gagner, même s'il est bien là-bas, il faut l'entourer correctement pour qu'il puisse aller loin en play-off. Donc pour moi, la pression était déjà là et peut-être qu'elle a augmenté avec ses signatures, c'est sûr. Et pour l'avenir en jaune et violet, je sais pas. Franchement, est-ce que Davis irait aux Lakers pour avoir peut-être une équipe, si on parle déjà d'un LeBron qui est sur le déclin, etc., une équipe qui est pas forcément meilleure que celle qu'il a là. Pour moi, s'il bouge, c'est pour une équipe largement meilleure en fait, et une équipe qui pourrait l'amener au titre. Est-ce que les Lakers sont équipe là? Pour l'instant, j'ai des doutes à voir comment ils évoluent sur cette année et qui signe en plus de Davis et comment est LeBron aussi. Pour l'instant, j'ai pas de soucis sur LeBron, mais dans quelques années peut-être. Tom, je vais te laisser parler sur Anthony Davis. Vas-y, tu peux nous livrer ta théorie sur Anthony.
Non, mais enfin, il y a la signature. Moi, je trouve que c'est une signature intéressante. Alors, certes, ça met un peu, comme il a dit dans sa question, ça met un petit peu la pression, je pense, sur New Orleans. Mais comme Pierre l'a souligné, ils ont déjà quand même la pression, puisque on peut dire que à l'image d'un joueur comme Giannis, Anthony Davis fait partie des joueurs les plus scrutés parce qu'ils sont un peu des superstars qui sont coincés entre guillemets dans des petits marchés. Donc non, je pense que c'est pas, je pense que c'est pas anodin. Ça veut pas dire qu'ils ont aucune chance de le re-signer, mais je pense que c'est pas anodin. Alors de là à savoir s'il sera un joueur des Lakers, pourquoi pas, mais non, je crois pas que ce soit enfin moi je pense honnêtement ce qui va se passer c'est qu'ils vont lui proposer la DVPE puisqu'il est déjà éligible. Et je pense qu'il la signera puisque Anthony Davis c'est un joueur qui a eu des problèmes récurrents de blessures ces dernières années et que je pense pas qu'il crachera sur 230 millions. Après, je pense que c'est un joueur qui peut être susceptible de demander son transfert 1 an après avoir signé le contrat, quoi. Alors moi, par rapport à ça, je pense qu'il y a plusieurs lectures possibles. Alors je suis totalement d'accord avec vous, est-ce que dit Pierre en premier, les Pelicans ont déjà la pression en fait depuis pas mal de temps. Et je pense qu'ils se sont laissés un petit coussin d'air pendant les playoffs derniers en passant en tour et surtout la façon dont ils l'ont passé. Parce qu'ils l'auraient pas passé de cette façon-là, on aurait beaucoup plus parlé d'Anthony Davis cet été. Après, je pense qu'il y a aussi, si on prend l'idée de Clutch Sports, donc de Rich Paul, Clutch Sports, c'est l'agence de Rich Paul qui est donc un proche de LeBron, on le sait. Je pense qu'il y a aussi une stratégie plus large. En fait, j'ai fait mes petites recherches. Cet été, ils ont par exemple signé les jumeaux Morris. Il n'y a pas eu de rumeur comme quoi les jumeaux Morris, obligatoirement, ils allaient se retrouver du côté de LA. Je pense qu'il y a vraiment l'idée d'être représenté par un poids lourd. Ouais. L'idée peut-être de peser un peu plus hors terrain parce que Anthony Davis pèse pas en fait énormément hors terrain et on sait que c'est des mecs qui ont beaucoup de connexions parce que il faut pas se leurrer, Rich Paul est très 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 proche de LeBron. Du coup, quand même, oui, tu peux te poser la question par rapport à LeBron. C'est pas totalement fou. On sait que les deux ont une relation, enfin, ils se considèrent comme des frères. Il y a même eu des enquêtes pour savoir si LeBron n'avait pas une partie de Clutch Sport. Donc, ça veut dire quelque chose. Après, pour moi, Anthony Davis, c'est un joueur d'un tel calibre que toute équipe avec de l'ambition doit l'avoir dans ses petits papiers, en fait. Donc, ça accélère un petit peu, peut-être, le dossier Lakers, mais pas encore. Je suis assez d'accord avec Pierre. Je sais pas si c'est une équipe qui pourrait privilégier si jamais il avait l'occasion de changer d'air. Ah ben, après ça dépend si tu parles de lui ou si tu parles des Lakers, hein. Comme t'as dit, enfin tout le monde entre guillemets aimerait avoir Anthony Davis dans son équipe. C'est ça. Donc à partir du moment et puis ce type de joueur là, enfin on parle d'un joueur qui est, enfin pour moi, aller dans les top 5, dans le top 5 de la ligue, enfin grosso modo, quoique top 5 peut-être pas, mais enfin dans le grand tiers entre guillemets après KD, Curry et LeBron, il est vraiment dans ces eaux-là pour moi. Et c'est ce type de joueur devient très très rarement disponible en fait. Bah déjà qu'un joueur comme Kawhi l'ait été, c'est une exception en fait, ça arrive jamais. Mais j'ai volontairement glissé cette question-là maintenant, après ma bold prediction de la semaine dernière de fin d'épisode, parce que moi je pense qu'ils sont, si jamais ils font une mauvaise saison, les Pelicans, ce que j'anticipe, moi je pense que, comme tu l'as dit Tom la semaine dernière, il y a peut-être un petit biais par rapport à leur performance en playoff. Si jamais ils réussissent pas une bonne saison, il est plus là. Ouais, il est plus là parce que on sait que maintenant, pour moi, il va être un peu dans cette situation KD il y a quelques années où il a beau être jeune, on va commencer à lui mettre dans la tête qu'il a pas de titre, qu'il a pas de réussite. Il a pas d'achievement. En fait. Ouais, c'est ça, il y a pas les accolades. Et encore KD, elle avait beaucoup plus que lui. Pour le coup, tu vois. À ce stade en plus. Ouais. Donc il peut très vite tomber là-dessus. On sait que c'est quelque chose Enfin, c'est des critiques où maintenant les joueurs ils réagissent en fait. Ils les subissent plus, ils réagissent et ils décident de bouger. Puis il y a des sirènes en plus, hein. Boston et autres. C'est ça, ouais. Ça, enfin. De toute façon, Boston, voilà quoi, c'est de la propagande. Anthony Davis à Boston, c'est de la propagande. Ouais, mais moi je le vois presque plus à Boston qu'aux Lakers. Hein. Enfin. Ah non, moi je dirais plus Lakers. Tu vois, je sais pas. Ça me parlerait plus et je pense que dans lui, sa façon de jouer, je le vois plus là-bas qu'aux Lakers.
Mais pour l'instant, Boston peut pas transférer pour lui tant qu'ils ont Kyrie, puisque tu peux pas avoir deux joueurs qui ont signé une extension via la Rose Rule, la Rose Exception, transférés dans ton équipe en même temps. Donc ils sont obligés d'attendre que par exemple que Kyrie Irving soit sur un autre contrat pour avoir Anthony Davis et Kyrie Irving dans la même équipe, par exemple. Kyrie Irving qui a dit d'ailleurs, mais ça c'est fabuleux. On peut pas en parler, mais moi je sais pas c'est qui son conseiller en communication, Kyrie Irving. Mais alors soit il le suit pas, soit son conseiller en communication c'est un génie. Parce que je vais pas m'attarder là-dessus, mais expliquer que tu re-signes dans un pauvre scrimmage, je sais même plus ils étaient où là, dans un pauvre scrimmage que personne ne regarde sur NBA.com. Ça défie tous les lois de la communication, ça n'a aucune logique de dire ça maintenant. Et la façon dont il l'a dit en plus, c'est fabuleux. Kyrie, on devrait faire une télé-réalité autour de lui parce que c'est magnifique. Bref. On parle d'un gars qui pense que la Terre est plate. Hein. C'est vrai. Qui s'est excusé là-dessus d'ailleurs. Oui. Mais c'est fabuleux. Parce que en plus la façon dont il a dit si jamais on veut de moi. Tu mets plus la pression sur le front office qu'autre chose. Enfin bref. On s'écarte. Mais après ça c'est peut-être une volonté, enfin cette déclaration là juste pour fermer la parenthèse, cette déclaration là c'est peut-être un peu pour enlever la pression entre guillemets sur pas sur ses épaules mais vraiment enlever la pression du côté de Boston, puisqu'en fait c'est un truc qui sera en fil rouge tant que Kyrie il en parle pas, c'est un truc qui sera en fil rouge. Après il y a pas mal de joueurs qui ont dit ça avant et qui sont quand même partis. On peut voir l'exemple de LaMarcus Aldridge, par exemple, qui avait assuré qu'il prolongera à Portland et qui est finalement parti aux Spurs. Ouais, moi je trouve que ça met plus la pression sur son front office, parce que si jamais il part, il pourra dire « Ah non, mais moi j'avais dit que je restais, hein, les mecs, hein, c'est eux qui m'ont pas proposé ce que je voulais. » Donc, exact. Il se protège un petit peu, ce qui est très fort. Hein. Si c'est ça, s'il y a ça derrière comme plan, c'est très fort. Deuxième question, Kemba sera-t-il tradé cette saison, Pierre? Encore une fois, je vais te laisser parler. Eh ben, je suis assez mitigé. Au début, j'étais complètement sûr qu'il allait être tradé. Enfin, j'étais très favorable à un trade. Je le voyais pas rester là. D'une part, parce que je crois pas spécialement aux Hornets cette année. Je suis peu convaincu par leur équipe, donc je les voyais rentrer dans une reconstruction et du coup, c'était pas idéal, mais ça serait logique de trader Kemba pour avoir des choix de draft. Et plus j'y réfléchis, plus j'ai du mal à le voir quelque part. Et c'est ça qui m'embête pour un éventuel trade. Et est-ce qu'au final, ils vont rien trouver ou rien qui leur convient et qu'il va pas attendre qu'il soit agent libre et signer où il veut? Ça sera un peu triste, mais je crois en cette possibilité aussi, quoi. Parce que quel trade tu mets en place, en fait? Et plus t'attends, plus il perd de valeur, plus c'est compliqué, quoi. Rappelons que Kemba est dans la dernière année de son contrat, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Tom, est-ce que pour toi il sera tradé cette saison? Moi je rejoins Pierre. En pratique oui, mais comment, quand? Qui oui. Qui en fait? Non, moi je pense que non, qui va faire toute la saison, hormis catastrophe du côté des Hornets. J'ai l'impression qu'ils veulent quand même essayer d'être compétitifs dès cette saison. Donc ça passera par Kemba Walker. Après, est-ce que ça vaut le coup de le garder, sachant que le prochain contrat qu'il signera risque entre guillemets d'être mauvais, d'être un contrat un peu à la Mike Conley. Alors certes, ce sera peut-être pas le même montant, mais voilà quoi. On va arriver sur un marché où il y aura énormément de jeunes meneurs. Il y a pas mal d'équipes qui ont du cap space et tout le monde ne pourra pas avoir les premiers choix. Donc c'est dans ce cas de figure et dans ce type de marché que des joueurs comme Kemba Walker, eux ils peuvent sortir leur épingle du jeu, puisque une équipe qui rate sa cible principale va se dire bon écoutez, on a raté notre cible principale, on se rabat entre guillemets sur Kemba Walker et on lui donne quelque chose que Charlotte ne pourra pas lui proposer. Donc moi je pense pas qu'ils vont le transférer, mais si ils le transfèrent, je verrais bien une équipe comme Indiana par exemple se mettre sur le dossier. Moi, je pense en fait, je pense que on parlait de ça par rapport à Marc Gasol à une époque, et je pense que c'est aussi vrai pour Kemba. C'est un joueur en fait qui dans l'histoire de sa franchise est beaucoup trop important comparé à sa valeur en fait dans la ligue. Kemba, dans le vacuum. Kemba, moi j'ai fait mes petites recherches. C'est un monument en fait. Tu peux défendre le fait que c'est le meilleur joueur de l'histoire de la franchise des Hornets, en fait. Premier au point, deuxième au pass, deuxième aux minutes jouées. Si jamais il joue l'intégralité de sa saison, il va finir numéro 1 aux minutes jouées. C'est un monument, en fait, de la franchise. Et du coup, c'est toujours difficile de trader ce genre de joueur.
et d'avoir le retour, parce qu'on sait parfaitement que il y avait une époque où Michael Jordan voulait un All-Star pour Kemba, on sait parfaitement que ça se fera jamais. Si jamais tu le trades et que tu ramènes deux pauvres choix de draft pas si intéressants que ça passera mal. Après, le problème, c'est que t'as jamais été complètement compétitif avec lui. Ils sont allés quoi, au deuxième tour de playoff, peut-être même pas, ils ont juste allé en playoff, non, avec lui en leader. Et jamais un tour, non. Ouais, je pense même pas qu'ils ont passé un tour, ouais. Et même l'année prochaine, Tom, tu parlais qu'ils voulaient jouer la compétitivité dès cette année, mais pour moi, ils peuvent pas, en fait. Même à l'Est, je les vois très très juste comparé à d'autres équipes, et je les vois pas se mêler à la course des playoffs ou de très loin, quoi. Un peu comme l'année dernière. Et donc, pour moi, ils auraient intérêt à le trader, et j'ai du mal à voir un éventuel point de chute. Et Indiana, qu'est-ce que tu veux qu'ils envoient contre? C'est ça ma question, en fait. Il y a pas grand chose. Enfin, tu envoies pas Oladipo pour Walker. Après, qu'est-ce que tu veux? Alors là, sûrement. Non, peut-être qu'ils vont juste envoyer peut-être un contrat expirant, genre Bogdanovic avec peut-être un pic de draft ou je sais pas moi. Ça c'est indéfendable. Ils vont envoyer Collison, tu vois. Ouais, ça c'est indéfendable. Ça c'est de la relation publique, mais tu peux pas ramener ça. Ouais. Ça dépasse. Mais c'est ça. C'est pour ça aussi qui empêche le trade. C'est qu'est-ce que tu ramènes contre. Et je pense qu'il y a une différence de vision entre ce que voudront les Hornets et ce que seront prêts à offrir les autres équipes. Ouais. Totalement. Après, il peut faire l'intégralité de la saison et bouger après. Moi, j'ai une cible qui me vient comme ça à l'idée. C'est les Knicks, en fait. Tu parlais, Tom, les Knicks imaginent Butler, Kyrie. Ouais. Il y a commencé à avoir des bruits que j'ai entendus dans 2-3 podcasts américains. Il y a une espèce de super rumeur Kevin Durant. On va pas en parler maintenant. Mais pour moi, tu vois, un mec comme Kemba, ça apporterait de la stabilité. Alors, faut pas qu'il pète un câble et le payer trop cher, mais ça apporterait de la stabilité à un poste où ils en ont pas depuis belle lurette. Il vient du Bronx, Kemba, il a fait son lycée, enfin c'est un mec de là-bas. Alors certes, il va arriver sur le marché à 29 ans, comme tu l'as dit Tom, peut-être un peu tard, mais ça apporterait de la stabilité. T'auras un backcourt Kemba, Nilikina, ça ferait un peu d'expérience dans cette équipe qui reste très jeune. C'est assez séduisant, mais on sait bien que c'est beaucoup trop cohérent pour que les Knicks tombent là-dedans. Après, même les Nets, tu sais pas, peut-être que les Nets, eux, voudront, un meneur de ce calibre-là, ou même les Clippers, si jamais ils ratent leur free agency, qu'ils arrivent pas à avoir ni Kawhi, ni Jimmy Butler, par exemple, qui font partie de leur principale cible, ils peuvent se rabattre, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, puisque Kemba Walker, c'est un joueur que je trouve très fort. Certes, il fait pas vraiment partie du gratin de la ligue, ni de l'élite à son poste, mais c'est un joueur qui compte, quoi. Donc, c'est à suivre, mais je pense que lui, il aura un bon contrat, malgré ses 29 ans, à la prochaine free agency. Ok. Il trouvera quelqu'un pour lui donner, de l'argent. Donc, pour conclure cette question, en un mot, Pierre, est-ce que Kemba sera tradé cette saison? Oui. Allez, oui. Je le tente. Oui. Je le tente, oui. Tom, est-ce que Kemba sera tradé cette saison? Non, je dirais que non. Et alors, deuxième question, du coup. Est-ce que Kemba sera un Hornet au début de la saison prochaine? Je pense que oui, puisqu'ils vont lui proposer 5 ans. Moi, je dirais oui. Non, il n'est pas tradé. Oui. C'est plus un Hornet dans un an. Enfin, comme ça, on a les trois possibilités. On a les trois scénarios. Et toi, quelle figure? Ouais. On enchaîne. Quel All-Star va être transféré cette saison? Alors moi, j'ai exclu. Je pense que pour une fois, je vais vous griller la priorité parce que j'ai bien fait mon travail cette semaine et j'ai fait 3 groupes et je pense qu'on peut essayer d'en parler. J'ai fait 3 groupes où en fait j'ai mis, parce que pour moi, cette question de quel All-Star va être transféré, il y en a pour lesquels on n'a même pas besoin d'en parler en fait, et il y a après des cas un petit peu plus difficiles. Donc j'ai exclu Jimmy Butler pour qui on sait que c'est plus ou moins une question de jour. J'ai pris les 28 noms de la saison dernière, c'est-à-dire à la fois ceux qui ont été sélectionnés et les remplaçants. J'ai fait une première catégorie où j'ai parlé de très 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 improbables. C'est-à-dire que nous maintenant on a appris à plus jamais dire jamais, mais ces joueurs-là ils bougeront pas en fait. Les chances pour qu'ils bougent c'est 0,0000001% en fait. Ils vont jamais bouger. Dedans, j'ai 13 noms quand même. J'ai Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant, Russell Westbrook, Draymond Green, Karl Anthony Towns, Klay Thompson, Paul George, LeBron James, Joel Embiid, Giannis, Al Horford, Victor Oladipo. Ensuite, j'ai une deuxième catégorie. Pour moi, ce sont des joueurs qui peuvent bouger en fait. Ça reste improbable, mais c'est pas impossible. J'ai Damian Lillard, LaMarcus Aldridge, Kyrie Irving, Kristaps
et Kyle Lowry. Et enfin, j'ai la catégorie peut-être celle sur laquelle on va s'arrêter. Les joueurs qui, pour moi, c'est vraiment, on peut y croire. Ces joueurs-là peuvent bouger. J'ai donc Kemba, Jimmy Butler, mais ça compte pas, John Wall, Kevin Love, Goran Dragic, Anthony Davis, Bradley Beal, Andre Drummond. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord, même si vous n'avez pas la liste sous les yeux, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce découpage-là? Ouais, sur l'ensemble, ouais, ça me paraît correct. Il y a peut-être 2-3 noms où je serais pas complètement d'accord, mais sur l'ensemble, ouais. Moi, par exemple, Anthony Davis, je pense qu'ils ne bougeront pas. Mais on peut y croire, tu vois. Pour moi, on peut y croire, mais je le mettrais dans la catégorie d'avant, par exemple. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais de base, moi, j'ai trouvé, c'est pour ça que j'ai fait ces catégories-là, parce que pour moi, encore une fois, si on exclut Jimmy Butler, pour qui ça semble plus ou moins inévitable, c'est difficile de trouver un All-Star de la saison prochaine qui va être la saison dernière, pardon, qui va être transféré cette saison. Peut-être Dragic. Ouais, j'aurais dit Dragic. J'avais une liste de 4, Kemba, Dragic, Butler et Davis. Tu vois, qui pour moi était plus probable. Moi, j'avais Butler et Dragic seulement. Dragic, on le met souvent dans les rumeurs de transfert. On le voit quoi comme un trade pour que Miami attire un joueur d'un plus gros calibre? Ouais, je le vois plus packagé entre guillemets avec un autre joueur pour récupérer un joueur plus fort avec un plus gros salaire en fait. Ouais. Tu vois, il pourrait être une pièce dans le cadre du transfert de Jimmy Butler par exemple. Complètement. Ou dans le cadre d'un transfert à 3 pour inclure une autre équipe qui rechercherait un meneur, par exemple Phoenix. Orlando. On a une question là-dessus, mais oui. Tom, ça fait 4 ans qu'il va envoyer Dragic à Orlando. C'est pour savoir si vous avez suivi les dossiers. Mais... Ah ouais, c'est vrai, j'avais totalement zappé. Effectivement. L'an dernier, j'en parlais déjà. Oui, je suis assez d'accord sur le dossier Dragic. Après, moi, j'avoue que pour faire la polémique, mais j'ai mis des noms un petit peu moins évidents, mais par exemple, pour moi, John Wall, Bradley Beal, alors c'est pas évident comme ça, mais c'est pas du tout impossible. Je les mets pas dans la même catégorie que les Harden, Westbrook, Curry. C'est totalement inenvisageable que ces mecs-là bougent. Les John Wall, Bradley Beal, on sait que si ça va vraiment, vraiment mal à Washington, c'est pas inenvisageable. Oula, je galère. Moi, je trouve. Ouais, c'est vrai. Tu crois pas en tes Wizards, quand même. C'est triste. C'est ça. Comment tu peux croire en cette équipe? Bref. Mais c'est vrai que tu peux pas comparer par exemple les gars comme Harden ce sont des locks sûrs, enfin tu sais ce sont les visages de la franchise et ce sont des visages qui qui sont dans des franchises qui sont dans le top et le gratin de la ligue en fait. Donc tu vois difficilement la situation changer. Pour Wall et Bill, c'est un petit peu moins évident. Alors certes, ce sont aussi les visages de leur franchise, mais leur franchise est un petit peu plus basse, donc tu peux te dire à l'image d'un Marc Gasol et Mike Conley, tu peux te dire que voilà quoi, certes sont les visages de leur franchise, mais ce sont des joueurs bien moins forts et qui pourraient être attirés par qui pourraient soit eux être attirés par des franchises qui jouent plus que ça, ou être vus comme des pièces importantes pour des franchises qui sont pas encore construites, mais qui ont un projet de revenir sur le devant de la scène, par exemple. Dernière question, je pense qu'on peut enchaîner par la question suivante. Non, mais dernière interrogation sur le All-Star Tradé. Si vous avez suivi mes catégories, je vais poser une question pour savoir si je suis fou. Dans mes catégories, pour moi, alors Ford, c'est inenvisageable. Kyrie, c'est improbable, mais pas impossible. Est-ce que je suis fou? Moi, j'aurais presque dit l'inverse. Moi, je pense que t'es fou. Moi, j'aurais dit l'inverse, tu vois. Ah ouais? Ouais. Je vois pas Kyrie s'en aller, d'une part parce le trade pour Kyrie était quand même sacrément couillu, on va dire. Sachant que tu tradais Isaiah Thomas, avec toute l'histoire qu'il y avait derrière, ils ont quand même fait pas mal de choses pour le récupérer. Là, en plus, on a parlé de cette déclaration tout à l'heure. Je le vois mal s'en aller, mais par contre, alors Ford, qui a un profil certes intéressant pour eux, mais qui est quand même plus vieux que le reste de l'important de leur effectif. Tu vois, je pourrais le voir dans un package pour attirer un autre joueur de son poste, mais plus jeune et avec un meilleur potentiellement meilleur. Il s'appelle Anthony Davis. Oui, j'allais le dire, mais voilà, type Anthony Davis. Mais ils peuvent pas avoir Anthony Davis et Kyrie dans la même équipe. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Moi, je suis plutôt d'accord avec Ben pour la simple et bonne raison que, en fait, je trouve que Kyrie est
plus facilement remplaçable par rapport à ce qu'ils ont de leur effectif que Al Horford. T'as personne qui peut faire ce qu'Al Horford fait. Alors que Kyrie, certes, t'as personne qui peut faire aussi bien ce qu'il fait, mais t'as des gens qui peuvent faire, 40 à 50% de sa production, entre guillemets. Ok. On va enchaîner parce que contrairement à la semaine dernière, on s'étale. Qui seront les Indiana et Utah de cette saison, c'est-à-dire les surprises de cette saison? Tom, je vais te laisser commencer sur cette question. C'est une question qui est très compliquée puisque Utah et Indiana sont des bonnes histoires de la saison dernière, mais pour deux raisons totalement différentes. Indiana, bon, c'est par rapport à un transfert et la transformation littérale de Victor Oladipo. Et donc c'était une équipe qui était pas attendue par rapport à ça. Et Utah, c'était une équipe qui avait été entre guillemets sous-estimée parce qu'elle avait perdu son plus gros talent offensif, mais sa base défensive était restée là, et notamment Rudy Gobert. Et cette saison, je vois aucune équipe qui est vraiment dans le même cas de figure, sauf que l'équipe que je prendrais en fait, c'est-à-dire qu'on n'attend pas forcément en play-off, mais qui a des chances d'y être et qui a des chances d'être quand même bien placé, enfin pas huitième quoi. Je dirais peut-être Détroit en fait, puisque Détroit c'est une équipe qui va avoir déjà un training camp complet entre guillemets avec ses joueurs. C'est une équipe qui avait pas Reggie Jackson l'année dernière pendant longtemps et qui était obligée de jouer avec Ish Smith. C'était très compliqué. C'est une équipe qui va pouvoir profiter d'un training camp complet avec ses deux intérieurs, Blake Griffin et DeAndre Jordan. Je dis n'importe quoi, moi. Blake Griffin et Andre Drummond. Donc, je pense que ça peut être une équipe qui va surprendre, et surtout Dwayne Casey qui se fait souvent démonter et a raison parfois en playoff. C'est un très bon coach de saison régulière, en fait. C'est un coach qui permet à ses équipes de jouer dur et de progresser tout au long d'une saison régulière. Donc, je pense que c'est un coach de saison régulière qui peut permettre à cette équipe-là de créer, entre guillemets, la surprise. Tu les imagines où, du coup? À l'Est? À l'Est, franchement, je serais pas surpris s'ils sont devant Miami, par exemple. Ouais, donc on se situe quelque chose comme 6-7. Ouais, voilà, c'est ça. Ce serait ça. Pierre, est-ce que t'es inspiré par cette question qui, moi, honnêtement, m'a pas vraiment inspiré? Parce que c'est vraiment c'est le principe de la surprise, tu la vois pas arriver, en fait. Moi, j'avais personne. Honnêtement, en fait, il y a des équipes à l'Ouest qui, pour moi, auraient pu être meilleures que ce que moi j'en attends. Type, Dallas ou Memphis, qui, pour moi, pourraient faire une bonne saison. Mais c'est tellement costaud que je les vois pas monter et faire comme Utah Indiana l'année dernière. Et à l'Est, il y a pas grand monde en fait. Peut-être les Nets que j'aime bien, mais franchement, pour moi, il y aura pas de grosses surprises comme on a eu. Et ça sera moins attrayant cette saison. Il y aura moins une surprise comme ça sera moins fun. Mais voilà. Mais je vous parlais des paquets d'équipes la semaine dernière. Moi, quand j'ai fait mes comptes, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un océan à l'Est entre le 9 et le 10, et à l'Ouest entre le 10 et le 11. Alors comme tous les ans on dit ça en octobre, et en mai on se rend compte qu'on s'est trompé, mais j'ai quand même du mal à voir une équipe passer au-dessus de la mêlée. Ouais, mais le truc c'est que tu vois, à l'Est, dans le bas de l'Est, t'as 5 équipes qui sont à la rue. Ouais. Voilà, t'as 5 équipes qui jouent pas forcément pour gagner quoi. Enfin, c'est pas qu'elles jouent pas pour gagner, mais qui sont pas vraiment au niveau. Alors que à l'Ouest, t'as juste Sacramento et un petit peu Phoenix qui semble un petit peu loin derrière les autres. Et un petit peu avant, t'as peut-être le groupe Memphis, les Clippers et Dallas. Mais le groupe Memphis, Clippers et Dallas, c'est peut-être quoi le niveau de Détroit en fait. Ouais, totalement. Après moi, juste une équipe comme ça, j'ai les Bucks qui pourraient, je sais pas, finir, on va dire 3 à l'Est. Mais j'y crois pas vraiment comme ça. Hein. Mais si je devais donner une surprise, ça serait ça. Les Bucks, moi, j'y crois plus. En fait, j'ai du mal à... Ça fait tellement longtemps que t'attends que ça se mette enfin en place autour de Giannis, que ça joue correctement, qu'il trouve du spacing, que... J'ai perdu espoir, en fait, et j'attends que d'être surpris et que d'avoir tort. Mais je pense qu'ils vont être bons, comme les années d'avant, et qu'ils feront rien de plus que les années d'avant. Tu crois pas en Bud? Ouais, mais est-ce qu'il peut tout changer? Parce que, au-delà du coach, t'as quand même des problèmes de structure d'effectifs. On en avait déjà parlé, mais tu peux pas, c'est pas un coach qui va te changer tout ça.
Je suis d'accord. Après, ça reste une équipe ultra talentueuse. Si t'arrives à les faire jouer ensemble, on sait jamais. Question suivante, on reste à l'Est. Surprise de la saison dernière avec 48 victoires et annoncée dans les mêmes eaux cette année par la plupart des observateurs, les Pacers peuvent-ils connaître un coup de mou? C'est une question de moi, donc forcément il y a une arrière-pensée, c'est-à-dire que la réponse doit être oui. Je vais vous laisser commencer, tiens. Essayez de me convaincre que les Pacers n'auront pas un coup de mou, si c'est ce que vous pensez. Pour t'en convaincre, il faut être en désaccord avec toi. Après, ouais. Donc t'es d'accord avec moi? Non, je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'ils vont faire une bonne saison, qu'ils seront en play-off assez facilement. Ils gagneront peut-être un petit peu moins de matchs que l'année dernière, mais je les vois pas être en complète perte de vitesse parce que ce qu'ils ont, le recrutement qu'ils ont fait, la conservation de leur effectif aussi pour la plupart des joueurs, je trouve ça assez bien fait et bien pensé. Donc ouais, je pense que ça sera quand même une équipe plutôt bonne à Indiana, et même si elle dépend énormément de Victor Oladipo, sauf s'il se blesse, je les vois rester plutôt corrects. Ouais. Ben moi en fait je pense qu'ils resteront dans les mêmes eaux en fait, puisque la saison dernière ils ont un peu surpassé les attentes, et en fait je pense que le bilan qu'ils ont eu l'an dernier est au-dessus de leur niveau, et que là ils ont une meilleure équipe, mais ils auront un bilan assez similaire, mais ils auront un bilan qui sera l'équivalent en fait de l'équipe qu'ils ont, contrairement à l'an dernier. Donc c'est une équipe qui se basait énormément sur la dureté, enfin ils jouaient dur tous les soirs. C'est une équipe en fait qui vraiment dans le style des équipes de l'Est, où t'avais un patron et en fait t'avais des pièces de puzzle qui faisait en fait que l'équipe et l'effectif et l'ensemble des joueurs étaient plus que la somme de leurs parts. En fait, ils avaient ils étaient plus forts que simplement de prendre l'addition des joueurs eux-mêmes. Donc déjà pour rester au même niveau, est-ce que Victor Oladipo va pouvoir garder le niveau qu'il avait l'an dernier? L'an dernier, Victor Oladipo, rappelons-le, il a fini All-NBA. Et il était aussi dans la All Defensive First Team, leader en termes d'interception. Vraiment, il était vraiment très très fort défensivement. Il a passé un gap défensif. Ça va aussi être une équipe qui sera beaucoup plus attendue. Elle va moins surprendre. Et moi, là où je pense que ce sera plus difficile en fait de faire exactement la même chose, c'est qu'en fait, offensivement, c'est une équipe qui basait son attaque essentiellement sur le tir à mi-distance. C'est-à-dire que plutôt que prendre des shoots à 3 points et plus rentables contestés, ils prenaient les shoots dans les zones où ils étaient ouverts, c'est-à-dire à mi-distance. Et en fait, quand tu regardes en termes de fréquence, c'est l'équipe qui avait la 6e fréquence du tir à mi-distance. Ils prenaient 39% de leur tir à mi-distance, mais avaient la 3e réussite pour 42%. Je suis pas sûr que ce chiffre-là peut rester aussi constant, puisque l'adresse au tir, c'est un facteur qui peut bouger d'une saison à une autre par rapport aux équipes. Mais sinon, deux facteurs qui peuvent aller dans un sens comme dans un autre. Il y a peut-être la progression de Miles Turner et aussi celle de Corey Joseph qui ont fait l'an dernier des saisons qui étaient un petit peu décevantes, un petit peu pour moi. Et quelque chose qui pourrait réduire en fait leur niveau, c'est que par exemple des gars comme Bogdanovic et même Darren Collison qui a fini comme le meilleur tireur à 3 points l'an dernier en termes de pourcentage de la NBA. Donc en fait le projet c'est que j'ai plus aucun argument en fait, c'est ça. Ah bah attends, tu nous as posé une question. Finitum, j'ai plus un argument, c'est mort. Et du coup, je pense que c'est ça qui peut risquer que, ils ont amélioré l'effectif, mais ils vont peut-être juste se maintenir à ce niveau-là, quoi, et pas aller dans les 52-53 victoires, quoi. Bon question suivante. Alors, je n'ai plus rien à dire. La prochaine fois, je vais défendre mon truc au début. Non, moi, c'est juste ça mon problème, c'est qu'ils ont basé. On prend quelqu'un comme Bogdan. En fait, tous les joueurs de leur effectif ont eu leur meilleure saison au shoot de leur carrière. Tous. J'ai du mal à croire que ça va se répéter, sachant qu'on l'a déjà dit, on sait que le shoot c'est pas quelque chose qu'on peut baser sur une année, il faut plus de temps que ça. Et juste pour se rappeler, c'est que malgré les performances au shoot irréelles de tout leur effectif, c'était la 13e attaque NBA. J'ai peur que
ils réussissent pas à faire une aussi bonne saison. Alors certes, on a dit que l'Est, il y a encore des équipes à la rue, mais je pense que globalement le niveau il s'est amélioré. Et j'ai peur que les Pacers, typiquement les Pacers, ils gagnent combien de matchs à l'Ouest? Ils en gagnent pas beaucoup, hein. Alors, ils vont rester au-dessus des 40 victoires parce qu'en plus, il y a une espèce de culture, je vous donnerai une petite stat à la fin, mais il y a une culture, c'est une franchise qui sait gagner, mais je serais pas surpris de les voir à 42, 43, 44, disons. Là où je rejoins Ben, moi, c'est que, en fait, comme tu l'as dit, Tom, l'année dernière, la plupart de l'effectif de Indiana, pas surjoué, mais tous les joueurs étaient sublimés, en fait, par comment ils jouaient, par leur pourcentage au tir. Tout le monde était dans sa meilleure saison et avait jamais joué à un tel niveau. Là où tu peux difficilement espérer qu'ils réalisent la même chose cette année, parce que ça reste pas du miracle, mais ça reste de quelque chose d'exceptionnel. Ils ont compensé cette potentielle perte par plus de talent. Ça, on en a déjà parlé, mais est-ce que cet ajout de talent compensera peut-être une deuxième saison où il faut encore confirmer, il faut qu'Oladipo se montre encore que c'est pas qu'une saison à part, et voilà. C'est la grande question, en fait. Et est-ce que ça peut fonctionner avec Macmillan encore un an encore dans cette physionomie-là? Moi, j'y crois plus ou moins. Je suis moins haut que toi, Tom, mais je suis moins bas que toi, Ben, je pense. Parce que genre Darren Collison, c'est incompréhensible sa saison dernière. Ça a aucune logique si tu suis le chemin de sa carrière. Mais après, en termes de talent, quand tu regardes bien, en termes de talent, ils se sont améliorés largement, hein. En termes de talent, quand tu remplaces Lance Stephenson par Tyreke Evans, ouais, mais c'est pas la même, tu vois. Mais comme t'as dit, l'année dernière, l'effectif était parfaitement rodé autour des rôles des joueurs, enfin, tout ça. Un gars comme Evans sera peut-être plus talentueux que certains gars que t'avais, mais peut-être qu'il voudra un rôle autre et qu'il s'adaptera moins bien et que finalement ça fonctionnera moins bien. C'est ça, faut compenser l'état d'esprit, par exemple. Ou même, par exemple, t'as Kylo Quinn qui va reprendre, entre guillemets, le rôle d'Al Jefferson. Alors oui, Al Jefferson, c'est pas un joueur qui contribuait sur le terrain. Oui, Kylo Quinn, c'est un joueur qui est capable de contribuer. Moi, perso, je trouve pas que Kylo Quinn soit une si bonne addition que ça, puisque je trouve qu'il y a déjà Sabonis, et que lui mettre Kylo Quinn dans les pattes, qui est un solide joueur, c'est pas forcément quelque chose de très intéressant. Bon, après ils gèrent, ils sont à la tête de la franchise et pas moi. C'est pas une mauvaise signature, attention, hein, c'est pas une mauvaise signature Kylo Quinn, mais je trouve que c'était pas nécessaire, qu'ils auraient pu essayer de s'améliorer autre part. Mais il y a quelque chose aussi que j'aimerais relever par rapport à ça, c'est que il y a à peu près 5-6 mois, le GM Kevin Pritchard était passé dans le Full 48 avec Howard Beck. Ouais, et en fait, il avait insisté sur l'importance du rôle d'Al Jefferson dans le vestiaire. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, en fait, sur le fait que certes, c'est pas quelqu'un qui était sur le terrain, mais lui, il a vraiment mis le doigt sur le fait que c'était un joueur très très important dans ce qu'il faisait l'année dernière. Alors, sportivement, il avait pas un grand rôle, mais est-ce que sa perte n'est peut-être pas plus importante que ce qu'on peut lire sur la feuille, en fait, quand on regarde l'effectif? On a parlé des Pistons à l'instant. Ça sera pas la même, en fait, de jouer les Pistons cette année. Et mon problème, alors on parle de saison régulière là, mais mon problème aussi avec Indiana, c'est que ils matchent très très mal la plupart des équipes à l'Est, en fait. Mais très 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 mal. Mais ça, c'est un autre débat. On va peut-être enchaîner parce que le chrono tourne. Juste une stat totalement folle que j'ai trouvée en baladant sur Basketball Reference sur les Pacers. Leur dernière saison en dessous de 30 victoires. Alors certes, 30 victoires, c'est une mauvaise saison, mais ça arrive à tout le monde. 88-89, 30 ans. Ah ouais. C'est une équipe qui tanque pas. Ils sont toujours bons, les Pacers. Et ce qui me chagrine, c'est que la plupart du temps, c'est une équipe dont je suis fan, en fait. Tous les ans, d'habitude, je suis plus fan que les autres d'Indiana, mais cette année, je le sens pas trop. Ah, sauf il y a 2 ans. Il y a 2 ans? Il y a 2 ans, là, quand ils ont récupéré Jeff Teague, t'étais pas trop chaud. Ah oui, mais il y a Jeff Teague, donc forcément. Atlanta sera-t-il meilleur que l'année dernière? Trae Young a-t-il les épaules pour porter une équipe NBA et s'imposer comme le rookie de l'année? Pierre, c'est ta question, je vais te laisser commencer dessus. Meilleur en termes de bilan, je pense pas. Meilleur dans 24 victoires la saison dernière, juste pour rappeler. En termes de bilan, je pense pas, mais sûrement meilleur en motif d'espoir, on va dire, parce que ils auront un effectif peut-être plus jeune, un Trae Young, un Collins, Prince, tu vois, ça commencera de jouer autour de cet axe-là. Et par rapport à Trae Young,
Je pense que ça sera un bon joueur qui fera une très bonne saison rookie, mais qui sera pas rookie de l'année, mais qui confirmera, pas que c'est Stephen Curry, loin de là, mais que ça peut être un bon joueur NBA avec une vraie menace extérieure et un très bon meneur et avec une bonne qualité de passe aussi. À voir comment il se débrouille défensivement, j'ai pas pu voir et j'ai pas envie de voir les Atlanta en pré-saison honnêtement, mais à voir sur les premiers matchs comment il tourne. Mais ouais, est-ce que c'est le début d'un renouveau Hawks oui, mais sur du très très long terme, et il y a des motifs d'espoir. Tom? Moi, je pense pas qu'ils seront meilleurs que l'an dernier, tout simplement parce qu'ils ont des joueurs beaucoup moins expérimentés. C'est une équipe un peu comme l'a dit Pierre, qui sera un petit peu plus, qui sera, il y a plus de motifs d'espoir. Il y a un nouveau coach. Enfin, il y a la peur du coach aussi qui va faire que, tu remplaces Budenholzer par un coach rookie entre guillemets qui a tout approuvé, donc je pense que là aussi tu perds de ce côté-là. T'as perdu Dennis Schroeder qui était quand même un bon joueur pour cette équipe-là l'an dernier, même si à l'échelle de l'NBA Dennis Schroeder l'année dernière n'était pas un bon joueur. Je pense aussi que Dedmon risque de bouger cette saison et je pense qu'il pourrait partir aux Lakers dans la saison. Ken Bazemore aussi, c'est un potentiel trade, donc je pense que l'équipe va peut-être encore s'affaiblir par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Après, exactement comme Pierre l'a dit, t'as Trae Young, t'as Taurean Prince, mon Grizzly, et puis t'as John Collins, le marsupilami qui saute partout. Donc c'est plus excitant, et puis même t'as même Huerter, Spellman, je suis pas trop fan, donc à voir. Après, pour revenir essentiellement à Trae Young, est-ce qu'il a les épaules pour porter une équipe NBA? Je pense qu'il a les épaules pour driver une équipe NBA. C'est un meneur de jeu c'est un général un peu de parquet, quoi. Enfin, c'est quand tu le vois, je sais pas si vous vous rappelez d'Aaron Williams un peu à ses débuts, sa vision de jeu, la façon dont il jouait. Ouais, j'étais pas né peut-être. Non, mais certes, c'est pas le même gabarit et le même type physique, mais c'est un super playmaker. Et après, c'est un super playmaker, donc je pense que les joueurs qui ont joué à côté de lui vont vraiment bénéficier de sa présence. C'est un joueur qui peut aussi amener de la gravité. Est-ce que je pense qu'il sera Roy? Non, puisque je trouve qu'il a un jeu trop à risque et que ça passe ou ça casse. Juste pour vous donner des petites stats juste sur sa pré-saison. Alors, la pré-saison, attention, la pré-saison, ça ne veut rien dire. Pour l'instant, sur la pré-saison, c'est un joueur qui a un usage de 26,5. Donc, en gros, qui use plus d'un quart des possessions de son équipe et qui tourne à un EFG, Efficiency Field Goal Percentage de 38,5. Pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne de la ligue est à 47% et Marcus Smart est à 44%. Il était à 44% l'an dernier. C'est mauvais. C'est pas très. Voilà. Sauf que c'est la pré-saison, comme tu l'as dit, ça veut rien dire. Ouais. Après, en faisant un petit peu plus de recherche, j'ai vu que c'est un joueur qui a un assist percentage à 37%. C'est énorme. Et quand on regarde l'an dernier, les joueurs qui avaient un usage de plus de 25 et un assist percentage de plus de 35, il y en avait pas énormément dans la ligue. Il y en avait 5. C'était LeBron James, Russell Westbrook, James Harden, Dennis Schroeder et John Wall. Donc, je trouve en fait c'est trop en fait pour ce type de joueur là. Donc je pense il aura les opportunités puisqu'il aura le ballon et le rôle dans l'équipe pour en faire de grosses stats, mais je trouve qu'il a un jeu trop à risque pour le joueur qu'il est aujourd'hui en fait. Donc je pense qu'il le sera pas. Juste pour conclure rapidement, je suis plutôt d'accord. Je pense qu'ils sont moins bons que la saison dernière, ils vont pas taper les 24 victoires, mais comme vous l'avez dit, il y a des motifs d'espoir. L'équipe, il y a des raisons de les regarder en fait. Alors c'est bête de parler comme ça, mais il y a des raisons de les regarder. Pour être honnête, je crois que j'en ai parlé avec Pierre un jour, mais les matchs d'Atlanta, moi je les compte sur les doigts d'une main et encore. C'est-à-dire que quand j'ai bien taffé ma question, par exemple, j'ai lu 2-3 journalistes de Atlanta qui mettaient en avant les Taurean Prince qui défensivement, qui
Si offensivement il a fait une très bonne saison et il s'est amélioré, défensivement il y a des moments où il était pas trop là, c'est quelque chose que je vais essayer de vérifier cette saison, mais j'aime pas les éléments pour vérifier. Mais pour vraiment répondre à la question, on sait pas en fait. Et je pense que les Hawks, leur objectif c'est pas de savoir cette année si Trae Young a les épaules, c'est de le savoir dans 3-4 ans. Là, moi je suis même pas trop d'accord avec toi Tom, c'est que pour moi lui donner plein de ballons en fait, il y a aucun objectif sportif à l'heure actuelle. Donne-lui plein de ballons, vois ce qu'il en fait. Au pire, ok, il va perdre des camions de ballons, il va tirer à 35%. Et bah voilà, au moins il aura de la responsabilité. Moi, je suis pour les responsabiliser très vite les joueurs. Mais est-ce que c'est pas lui donner de mauvaises habitudes trop tôt, justement, de lui donner tous les ballons et lui dire de toute façon tu fais ce que tu veux, peu importe, c'est toi qui gères. Est-ce que c'est pas un risque de lui donner de mauvaises habitudes? Puisqu'après, si l'équipe devient plus compétitive, il devra jouer différemment, quoi. Mais dans l'idéal, Trae Young, c'est un homme orchestre. C'est quand même un joueur qui a un très petit peu plus, peu moins, en fait, pour moi. Exactement. Et puis, je préfère ça que le donner à... Alors, certes, il y a Jeremy Lin, mais autour, c'est pas très bon. Donc, je préfère le responsabiliser lui, tout simplement. On va rester dans les équipes pas très sexy de l'Est. Est-ce que les Bulls... Encore une question de Pierre. Est-ce que les Bulls, qui ont parié sur le trio Lavin, Parker, Markkanen, peuvent être la surprise à l'Est? Moi, j'ai écrit un gros non sur mes fiches. Je sais pas si quelqu'un veut me contredire, mais... Je crois qu'on part là-dessus, parce que déjà avec la blessure de Markkanen, pas Jabari pour l'instant on va voir ce qu'il peut prouver sur la saison. Voilà, Lavin, à voir comment il revient complètement de sa blessure. Là où tu pouvais être optimiste, ça sent quand même le flop. Parce que t'as des joueurs fragiles qui sont pour l'instant pas au niveau que tu pourrais escompter. Totalement. Mais en fait, moi, ma question, après mon grand nom qui fait une ligne, il y a écrit camion de points en majuscule. Ils vont en prendre 350 de points par match. 28e défense la saison dernière. Il y avait que les Cavs et les Suns qui faisaient pire. Et, par exemple, Robin Lopez, pour moi, c'est un joueur, il a 30 ans, il va un peu se retirer. Je pense qu'il va avoir un rôle moins important. Et c'est limite leur joueur le plus important en défense. Il y a personne qui sait défendre dans cet effectif. Ouais. Il y a Chris Dunn quand même. Ah oui, mais c'est pas on n'est pas, le meneur va pas, oui, Chris Dunn sait défendre, mais le meneur va pas influencer, ton schéma défensif. Non. Mais moi aussi, comme vous, un peu, je pense que non. Je pense qu'en fait, la hype, entre guillemets, sur les Bulls, c'est vraiment sur le fait que Markkanen en fait a été au-delà des attentes et qu'ils ont ramené des talents offensifs. Sauf qu'en fait, c'est une équipe qui va peut-être manquer de spacing. Donc on voit déjà sur les matchs de pré-saison qu'ils essayent d'être agressifs au cercle, puisque voilà, quand Markkanen n'est pas là, il y a pas de spacing, vraiment, il y a pas d'espace. C'est une équipe qui aura du mal. C'est une équipe qui risque d'être touchée aussi par les blessures. La défense est vraiment très problématique, et le problème en fait de cette équipe-là, c'est que leur défense est problématique. Et c'est une équipe qui est meilleure en attaque sur transition que sur demi-terrain. Sauf que pour générer de la transition, faut défendre. Sauf que c'est une équipe qui défend pas. Fred Hoiberg avait déclaré, en début de saison, lors du Media Day, que lui, son objectif, c'est d'augmenter la pace de l'équipe et qu'il soit en moyenne autour des 100 possessions. Mais si les Bulls sont en moyenne autour des 100 possessions et qu'ils donnent 100 possessions à leur adversaire en moyenne, s'ils sont pas capables de scorer efficacement, ils vont se prendre des valises. Tu parlais de l'attaque, Tom. Moi, j'ai regardé Paul's All-Star Game, 25 derniers matchs de la saison. À un moment, ils ont tanké, en fait. Et quand on tank, on peut se dire, bon, c'est en défense qu'ils vont mettre les grands voiles et qu'ils vont se prendre des tôles. En fait, en défense, ils ont été un peu plus mauvais que le reste de la saison, mais en attaque, ils avaient un offensive rating à 100.1. C'est scandaleux. Oui, mais le pire, c'est que c'est parce qu'ils ont en partie aussi perdu Dunn. Et là, moi, c'est ça aussi mon grand questionnement, c'est que si Chris Dunn se blesse, qui est backup? C'est très... Cameron Payne? Blackney? C'est pas dans la question, et on prend énormément de retard, mais je suis obligé de la poser. Est-ce que c'est la pire équipe de la NBA? Est-ce que c'est les Hawks et les Bulls, les deux pires équipes de la NBA, la saison prochaine? Il y a les Kings. Les Kings, ça va être compliqué. Les Kings, ça va être compliqué pour eux. Ok. On va enchaîner, parce que, comme je l'ai dit, le chrono tourne.
quel joueur a le plus de chances de retourner sur Terre après une super première saison? Simmons, Mitchell, Tatum. Je vous avais dit qu'Alan, il avait posé des questions qui avaient que des rapports sur les Celtics de près ou de loin, donc vous l'avez compris, c'est une question d'Alan. Je sais pas qui veut commencer. Moi, je dirais Mitchell. Moi, si vous voulez, je peux commencer, ouais. Vas-y, Tom. Moi, je pense que ce sera Jason Tatum. Alors, pas parce qu'il va régresser, parce que c'est le seul, en fait, qui va changer de rôle. C'est le seul qui va vraiment changer de rôle, en fait. Puisque avec le retour de Gordon Hayward, on sait pas comment ça va s'articuler, alors que Ben Simmons et Donovan Mitchell, il y a rien qui va changer pour eux, en fait. L'effectif pour les deux est sensiblement resté le même. Ils vont garder le même rôle dans l'équipe, ils auront le même nombre de ballons et rien ne va vraiment changer, alors que pour Jason Tatum, il y aura un petit peu plus d'adaptation, peut-être qu'il va jouer moins, peut-être que ça veut pas dire qu'il fera une moins bonne saison, mais peut-être qu'en fait il va moins exploser statistiquement que les deux autres, puisque les deux autres auront certainement des rôles offensifs plus importants et rien n'a changé pour eux. Ça va leur faire une saison de plus dans le même costume. Pierre, qui tu vois retourner sur Terre pour reprendre les propos d'Alan? Je pense aucun des trois, honnêtement, et si je devais donner un plutôt favori, ça serait peut-être Mitchell, parce que Simmons, c'est le vrai chef d'orchestre des Sixers. Je le vois mal s'arrêter en si bon chemin, et je pense plutôt qu'il va continuer de progresser, à voir comment il l'entoure après ça. Par rapport à Tatum, je suis d'accord avec ce que t'as dit, Tom, mais enfin, dans un sens, ça sera plus facile pour lui. Il aura moins de responsabilités sur le dos, il sera plus libéré, l'équipe autour de lui sera meilleure. Donc oui, comme t'as dit, peut-être qu'il aura moins de temps de jeu et tout ça, mais sa saison et son niveau de jeu, il sera encore en progression et peut-être qu'il aura moins de stats, mais il sera aussi fort. Et après, du coup, je mets potentiel Mitchell parce que lui, il aura d'énormes responsabilités. Il aura encore toute la création et le scoring quasiment assuré à Utah. Et est-ce qu'il pourra être aussi efficace que l'année dernière? Est-ce qu'il pourra être aussi surprenant et déterminant, on va dire, que l'année dernière? À voir, à lui de le confirmer, parce qu'il avait fait une fin de saison monstrueuse. Et est-ce que physiquement il va tenir le coup après une première saison comme ça? Est-ce que voilà, les gens seront moins surpris aussi de le voir à ce niveau-là? Donc comment il va être défendu? Donc j'attends de voir, parce que j'avais encore un peu de doute sur son tir après dribble, etc. Et j'attends encore de voir à ce niveau-là, parce que il va avoir besoin de cette arme-là. Je suis totalement d'accord avec Pierre. Moi, je vote Mitchell. Je vois aucun vraiment prendre un mur, mais je vote Mitchell juste parce que c'est lui qui a eu la saison la plus surprenante, en fait. Déjà, j'aime bien rappeler, je sais que nos amis fans des Celtics vont pas trop aimer ça, mais la saison régulière de Jason Tatum, elle est bonne, hein, mais elle est en rien comparable à celle de Simmons et Mitchell. C'est pas du tout comparable. Oui. Et ensuite, tu parlais très justement, Pierre, de la deuxième partie de saison de Donovan Mitchell. J'ai regardé les shoots. Sur les shoots très contestés, il a 59% de réussite. Sur les shoots contestés, il a 57%. Il est limite. Ouais, c'est incroyable. Il est incandescent. Et je peux pas parier sur c'est bête, hein, mais je préfère me préserver et pas parier sur le fait qu'il va réussir ça 2 années de suite. Parce que c'est des stats, on parle souvent de CJ McCollum, qui est une espèce de magicien à ce niveau-là. C'est au-dessus de McCollum. Donc, je peux pas imaginer qu'un mec reproduise ça 2 ans. Il va peut-être le faire. Il va sûrement le faire. Mais je préfère me préserver et me dire que non, c'est pas possible. Parce que ça, c'est des stats, c'est totalement inhumain. S'il tourne vraiment à ça, il faut faire attention, parce que effectivement, il peut devenir très 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 fort. Si ça devient son standard, effectivement, il peut être à 30 points par match. Utah est une équipe très très dangereuse, mais moi ça fait partie des trucs qui font que je crois pas en Utah, parce que je peux pas espérer qu'un mec fasse ça plusieurs mois de suite. Enfin, c'est totalement inhumain. Après, le truc avec Mitchell, c'est que il a progressé, sa progression a été constante toute la saison, en fait. C'est pas genre il y avait des fluctuations, genre il était bon en janvier, mauvais en décembre. Enfin, quand tu regardes le Mitchell qui a commencé la saison dernière et le Mitchell qui est en playoff face à OKC et face à Houston, ou même face à OKC qui sort des cartons à 20 points, ça a rien à voir, en fait. Et en fait, sa progression est constante, et je me demande, est-ce que c'est pas juste son rythme qui est comme ça? Et d'ailleurs, j'aurais une question pour vous là-dessus. Si genre Donovan Mitchell, il avait été vu comme un prospect type Markelle Fultz à la draft et qu'il avait réalisé cette saison-là, est-ce que votre jugement sur lui aurait été différent? Est-ce que pour vous, ça aurait été plus, ok, il est annoncé comme ça, c'est son standard, donc ouais, c'est son niveau, ou plus là, vous l'avez vu comme une surprise et c'est un peu un contre-coup? J'ai du mal à comprendre la question, en fait. Ouais. Genre, si genre, par exemple, si genre Donovan Mitchell, il était annoncé l'an dernier dans le top 5 de la draft, par exemple, et il avait fait une saison comme ça, est-ce que votre jugement sur lui aurait été le même
plutôt que là, comme là, il était drafté plus loin, donc on en attendait moins et il a surpris. Le standard les attentes étaient un petit peu moins élevées, donc du coup, il a beaucoup surpris. Moi, je pense pas, parce que déjà, je suis pas la NCAA, je suis pas les prospects, voilà, donc je suis pas influencé avant, en fait. Le gars, je l'ai jamais vu jouer. Après, là où ça a été surprenant pour moi, c'est que le début de saison, il faisait pas ça, en fait. C'est que d'un coup, il s'est mis à faire ça. Et non, parce que, par exemple, Ben Simmons était drafté numéro 1. Je savais, vous me l'avez vendu, voilà, même vous me l'avez vendu, et je m'attendais pas à un joueur de ce niveau-là non plus. Et j'ai quand même été surpris, en fait. Donc, je pense pas que ça aurait été peut-être un peu moins surprenant, mais je pense pas que mon jugement aurait changé. Fondamentalement, moi, je m'en fous, en fait. Enfin, le mec, qu'il soit drafté 12 ou 15, s'il est bon, ou 38 ou 72 ou 1, s'il est bon, ça altère pas mon jugement, en fait. Après, pour le coup, l'équipe où il est aussi aurait peut-être pu altérer, changer, parce que faire ça à Utah, ça me surprend plus que s'il l'aurait fait dans une équipe médiocre, en fait. Moins bonne. C'est ça, parce que là, il a totalement pris totalement le jeu à son compte, là où on basait tout sur le collectif avant, et alors que voilà, c'est plutôt ça, moi, qui m'a surpris d'ailleurs aussi. Après, je suis le maître du temps, je me dois de vous couper court parce que là, on pète des câbles, là. Ouais, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé avec Pierre. En dehors de Golden State, quelle équipe dispose du meilleur 5 ultime? On va devoir déposer un brevet pour cette expression. Je l'aime bien, cette expression. Les Rockets, les Celtics, etc. Deuxième question. Ce 5 peut-il lutter avec celui des Warriors? Pierre, quelle équipe a le meilleur 5 ultime hors Warriors? Les Celtics. Kyrie, Bron, Tatum, Hayward, Horford. Et est-ce qu'il peut lutter avec celui des Warriors? Ça dépend ce que t'appelles lutter. Résister, poser problème et faire match, oui. Gagner une série de playoffs, non. Voilà. Et après, derrière j'ai mis Houston et potentiellement OKC à voir. Et peut-être les Pelicans ou les Lakers. À voir aussi comment ça évolue. C'est le Colason qui parle là quand il met OKC aussi. Tom, qui a le meilleur 5 ultime en dehors des Warriors? Alors moi, je vais vous surprendre. Bon, désolé pour le petit bruit de fond. Je vais vous surprendre. Moi, je pense en fait que ce serait... Non. Ce serait... Moi, je pense plus sur le 5 de Toronto, par exemple, avec Laurie, Green, Kawhi, OG, Siakam ou Ibaka. Alors oui, c'est pas aussi flashy en fait que Boston. Mais en fait, Boston, c'est une équipe qui se base essentiellement sur sa défense pour réussir. Sauf qu'en fait, si t'as Kyrie contre les Warriors, ta défense, c'est un petit peu plus compliqué. Boston, je trouve qu'en fait, certes, leur 5 ultime est super fort sur le papier, mais je trouve que c'est une équipe qui score pas assez. Alors oui, Brad Stevens est vendu, entre guillemets, comme un génie de l'attaque. Mais l'an dernier, Boston, ils étaient la 18e attaque de la ligue. Quand tu regardes leurs 2 meilleurs mois, c'était le mois de décembre et le mois de février. En mois de décembre, ils étaient 12e avec un offensive rating à 106.8. En février, ils étaient aussi 12e et avec un offensive rating à 108.8. Mais c'était les 2 seules fois où ils étaient dans le top 15 en fait à l'offensive rating sur un mois. Avec Kyrie sur le terrain, ils ont un offensive rating à 107 et quand je regarde les Warriors quand ils jouent quand Stephen Curry est sur le terrain, l'offensive rating des Warriors monte à 121 et je sais pas s'ils auront la puissance offensive pour contrecarrer ça en fait. C'est juste pour ça en fait que je trouve que c'est pas forcément le meilleur 5 parce qu'ils scorent pas assez. Je suis obligé de t'arrêter, Tom. Ouais. Ils scorent pas assez et celui des Raptors serait mieux. Ils sont moins bons en attaque. Ah non, ils sont moins bons en attaque. Ils sont largement moins bons en attaque, les Raptors. Ah, l'an dernier, ils étaient bien meilleurs que les Celtics en attaque. Et là, ils rajoutent un joueur offensif comme Kawhi Leonard. Sur la saison régulière, ils étaient meilleurs. Ouais. Sur la saison. Ah oui, sur la saison régulière. Mais là, tu remplaces DeRozan par Kawhi Leonard. Ah, je sais pas, Pierre fait l'arbitre, mais c'est inconcevable pour moi qu'on puisse dire que les Raptors sont meilleurs en attaque que les Celtics. À Boston, tu rajoutes quand même Kyrie et Hayward qui sont des attaquants élites. T'as le système d'attaque qui est ce qu'il est et qui fonctionne même avec des joueurs, on l'a vu l'année dernière, qui n'ont pas ce pédigré de Hayward et de Kyrie. Je les vois mal être moins forts en attaque que les Raptors. Là où les Raptors l'année dernière étaient quand même très bons.
DeRozan faisait des très gros matchs. Tu vois, même si Kawhi a encore un talent supplémentaire, je les vois pas être au-dessus des Celtics à ce niveau-là. L'an dernier, Toronto, ils étaient top 5 en attaque, top 5 en défense. Hein. En saison Boston régulière. était 18e. Ouais, mais Boston était 18e. Et on parle du 5 ultime. Il y a Boston, il y a eu un moment où Kyrie a pas joué et tout. Si tu prends les 2-5, Kyrie peut scorer sur du 1 contre 1, Tatum aussi, Horford. Ils ont 4 joueurs sur 5 peuvent scorer sur du 1 contre 1. Pascal Siakam, il a le ballon, il se met à parler cantonné, hein. Parce qu'il sait pas. Enfin. Bah en plus, fais affronter les 2-5 au pire. Enfin, moi, le choix est fait, hein. Quand tu fais affronter Laurie, Green, Leonard, Ibaka et je sais plus qui est le 5e que t'as mis contre celui des Celtics, les Celtics gagnent. Enfin, à un moment donné, le talent est au-dessus. Je pense qu'ils gagnent sur le papier, mais je suis pas persuadé qu'ils sont beaucoup plus forts en fait. Tu sais quoi? Après, c'est peut-être que je suis aveuglé par Kawhi Leonard. Non, c'est parce qu'on est encore trop sur la théorie du meilleur joueur sur le terrain. Parce que Kawhi peut être le meilleur joueur sur le terrain, mais 2, 3, 4, 5, ils sont limite du côté des Celtics. Donc au bout d'un moment, tu peux plus... Puisque moi je me dis, avec un 5 comme ça, si t'as Laurie qui est un shooter à 3 points très fort, Danny Green qui est un shooter à 3 points très fort, OG Anunoby qui a montré qu'il pouvait shooter à 3 points, et Siakam qui peut entre guillemets shooter... Si Kawhi a le ballon en main et en fer à cheval, comment tu l'arrêtes en fait? Si les 4 joueurs sont à côté. Il a pas les talents de créateur assez importants. Kawhi? Non, Tom. C'est un de nos désaccords les plus profonds. Le Kawhi des playoffs. Des playoffs de Memphis. Tom, ça fait 18 mois qu'on n'a pas vu ce mec-là. Ouais, c'est pour ça que je te dis, moi, c'est mon amour inconditionnel envers Kawhi, entre guillemets, et peut-être que je suis biaisé par les dernières images que j'ai vues de lui en santé. Parce que ça fait 18 mois qu'on l'a pas vu, et puis les mecs à côté, ils sont... Enfin, d'un côté, on a Kyrie, Brand, Tatum, Howard Horford, dans l'autre, on a Pascal Siakam, et on a OG qui est certes qui avait fait une bonne saison au Key, mais qui a encore beaucoup à prouver, Danny Green qui est sur la pente descendante, et Kyle Lowry qui est toujours le fantôme de Waverly Place quand il s'agit de jouer en playoff. Sur un match-up entre les deux, il y a que Kawhi qui a un match-up favorable en fait. Tout le reste, c'est plus fort côté Celtics. Ils se perdent. Oui. Et on l'a vu avec les finales LeBron, ça suffit plus en fait. Si tu te fais torcher sur 4 postes, et d'ailleurs c'est les sorciers de Waverly Place, hein, pour la référence, c'est pas un fantôme. Hein. Voilà, c'était juste pour la référence. On va conclure. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux à cette question-là. Mais je suis surpris de voir. Tom adore Toronto, on le savait ça, on en avait parlé, Tom adore Toronto, mais là, parce que pour moi le 5 des Celtics ultime, on parle même plus. Oui, sur le papier. Ah oui, mais projeter Kawhi au niveau d'il y a 18 mois, on est habitué avec les Celtics qui surpassent même le papier plutôt que l'inverse. Tu vois, l'année dernière, c'était l'exemple type de ça. Là où les Raptors, c'est tout le temps l'inverse. Donc, même si les Raptors ont changé, je fais beaucoup plus confiance à la franchise des Celtics qu'à celle des Raptors. Parce qu'après, tu vois, Boston, je trouve qu'offensivement, ils sont légèrement surcotés, offensivement. Certes, Brad Stevens fait énormément de choses. C'est l'un des coachs qui sort les meilleurs systèmes de la ligue, mais au final, en termes de chiffres, ils sont pas si forts que ça. Après, tu te souviens avant les playoffs où tu disais qu'ils allaient pas avoir un bon rating sur l'attaque là sur la série, et qu'au final ils se sont fait des matchs à 110 points et qu'ils avaient un très bon rating. Puis, mais c'est de l'attaque de saison régulière, on s'en fout, ça, fondamentalement. De l'attaque de playoff, c'est du 1 contre 1, ils ont les meilleurs joueurs de 1 contre 1, en fait. Aussi, ouais. Savoir faire des passes et tout, c'est cool, on sait tous les ans en playoff, c'est juste des joueurs qui savent gagner des 1 contre 1, ils ont Kyrie. Alors c'est de la question niveau first take, sur un 1 contre 1, vous prenez Kyrie ou Kawhi. Kawhi. Sur la longueur d'une série, avec les incertitudes qu'on a autour de Kawhi, j'hésite, moi. Est-ce que tu prends le Kyrie de l'an dernier ou le Kawhi des playoffs de il y a 2 ans? Je prendrais le Kawhi, des derniers playoffs. Sauf que le Kawhi des derniers playoffs, on l'a vu une fois, alors que Kyrie, ça fait, depuis qu'il a mis un pied en playoff, en fait, qu'il fait ce genre de performance. Enfin, on s'écarte. Mais après, Kawhi était exceptionnel. Enfin, après, je suis peut-être biaisé. Hein. Contre une équipe de Memphis où il y avait personne aussi. Contre les Warriors, même contre les Warriors, Kawhi, avant de se blesser, il est le meilleur. Enfin, c'est 3 quarts temps, si on commence à se baser sur 3 quarts temps. Non, mais c'est ça, c'est ce que je te dis, mais, enfin, la dernière fois où j'ai vu Kawhi à son pic, il était énorme, en fait.
C'est juste pour ça, en fait. Moi, je suis vraiment peut-être biaisé, et je l'admets, hein, par cette vision de Kawhi Leonard. On enchaîne parce que là, on n'a toujours pas fini la première partie. Hein. C'est plus d'une heure quand vous nous écoutez. Qui sera le MVP de la saison régulière? Sachant que les GM ont voté ces derniers jours et ils ont donné LeBron. Moi, ça me fait mal de le dire. Tu sais ce que je vais dire. Tu sais que ça va me racler la gorge, mais je dis Kevin Durant. Alors déjà, on va arrêter de faire croire que t'es toujours... Le deuil est passé. Le deuil est passé. Ouais, j'oublie cette personne. Voilà, c'est... Tom, qui sera le... Moi, j'avoue que je suis pas inspiré, hein, mais Tom, MVP? Kyrie. C'est vrai que tu l'avais donné la semaine dernière, je suis bête. Moi, je suis pas du tout inspiré. Hein. C'est vrai que c'est assez dur cette année de voir un candidat se détacher, parce que Harden a eu son MVP, Westbrook l'a eu. Enfin, tu vois, moi, le faire un doublé, Harden, j'ai du mal à le voir. Je pense qu'ils vont plus le gérer cette année. LeBron avec les Lakers, j'ai du mal à croire qu'il aura cette victoire et assez de temps de jeu et d'implication en saison régulière pour aller le chercher. Anthony victoire Davis aussi pour Giannis et Anthony Davis, ouais, c'est ça. Donc d'où mon KD qui est clairement à son prime depuis 2 saisons. À un moment donné, il faudra le donner à un des Warriors. Enfin, ils vont gagner énormément de matchs, ils vont encore être très bons. Est-ce qu'on est sûr de ça? Ils vont gagner énormément de matchs? En dormant, ils vont gagner énormément de matchs, mais est-ce qu'ils vont pas se la jouer? Est-ce qu'ils vont pas se la jouer comme l'an dernier? Puisque en fait, les Warriors, j'ai l'impression en fait qu'ils s'en foutent d'avoir l'avantage du terrain contre n'importe qui, puisque peut-être qu'ils savent en fait qu'ils sont plus forts que tout le monde. Ils s'en foutent. Ah mais le problème c'est que même en étant totalement en dilettante, ils gagnent 60 matchs pratiquement les doigts dans le nez en fait. Là, c'est là où elle. Et dans leur dilettante, j'ai l'impression que KD c'est toujours celui qui est un peu le métronome et qui est toujours à 25, 5, 5 tout le temps. Même quand ils sont pas bons, KD met les points et KD a un bon pourcentage en fait. Là où Curry a des flambées énormes, lui il est toujours constant dans les stats et dans l'apport. Sachant qu'en plus la saison dernière, ils ont un moment où ils perdent Curry et ils finissent quand même à un pas possible niveau bilan quoi. Ouais, parce que Curry, c'est le joueur qui apporte entre guillemets le plus de variance aux Warriors. Quand Stephen Curry est juste normal, ils sont forts, ils sont très forts, mais quand Stephen Curry et Stephen Curryesque, ils sont juste injouables en fait. Enfin, il y a rien à faire. Hein. Mais après pour leur donner aussi pour KD, c'est que je pense qu'il va avoir plus de reconnaissance défensivement l'année prochaine. Là on verra, et là c'était sur le podcast des Warriors que vous avez fait. Je pense que Green va avoir un impact un peu moindre et que KD va prendre une partie de ce rôle-là de organisateur et défenseur de l'équipe en gros. Donc c'est pour ça aussi que je mets MVP. Et s'il veut se barrer, c'est le parfait moment pour faire un triplé et salut les potes. T'imagines, il prend le MVP, il prend un 3e MVP des finales, et là, il se barre. Le copyright est déjà posé, hein. Je l'ai annoncé il y a plusieurs semaines, ça. On le volera pas. Mais votre dernier mot, ce serait qui, du coup? Allez, un flingue sur la tempe. Gun to your head. LeBron. Si je joue vraiment ma vie, je donne LeBron parce que je pense qu'il y a un moment, ils vont lui donner... On n'a pas eu ce phénomène-là en NBA, mais des fois, ils donnent des MVP par récompense de la carrière en fait. Des fois c'est scandaleux, mais si personne se détache, je les vois bien donner à LeBron si il arrive à pousser les Lakers en 5 et à genre 45 victoires, 46, 47, ils vont lui donner. Avec 45 victoires. Il a eu à combien Westbrook? 48? 47, ouais. 47. Mais voilà. Et toi Pierre, tu dirais quoi? J'ai dit KD moi. KD? Ouais, KD. Donc LeBron, KD, Kyrie. Ouais. Très bonne équipe, hein, en demeurant, si jamais ils se mettent ensemble. C'est une bonne équipe d'NBA Jam, ça. Onyx, parce qu'ils vont toujours Onyx. Faut que j'arrête de taper ça. Dernière question, combien d'équipes vont adopter la défense en switch en saison régulière? Alors moi, j'ai écrit entre parenthèses, question à avoir de préférence avec le coach dans le podcast. Il est là. Pierre, je te laisse conclure la séquence parce que là, on a tellement explosé le chrono, on va mettre la pause juste après. Oui, pourquoi moi, je sais pas, mais j'ai mis les Warriors s'ils ont pas la flemme et s'ils ont envie de s'investir et de le faire correctement. Houston, ça c'est quasiment une certitude, sauf peut-être quand il y aura Melo sur le terrain. Les Celtics ont les capacités de le faire. Je pense Steven s'alternera entre plusieurs défenses.
OKC, qui j'en ai parlé dans ma preview sur le Ross and Roll, ça serait une très bonne solution de le faire vu notre roster. Pourquoi pas, après, c'est plus en hypothèse, les Pélicans, qui pourraient avoir un effectif pour le faire et que ça pourrait être intéressant autour d'Anthony Davis. Les Raptors, et je vois bien Brooklyn le faire. Alors pourquoi Brooklyn? Parce que ils aiment bien faire les trucs à la mode et ils aiment bien s'inspirer des choses qui marchent pour d'autres équipes, type le tir à 3 points et ces choses-là. Donc je les vois bien essayer de faire ça. Ils ont des joueurs aussi très athlétiques et capables de un peu versatiles et capables de changer de position. Donc voilà mes prétendants. Après, j'ai du mal à voir une équipe faire exclusivement ça. Seconde partie, rafale de questions. Ah, ça va même pu être une rafale vu qu'on a pété des câbles pas possible sur la première partie. Il va falloir être rapide, messieurs. Première question, quel meneur a Phoenix avant la trade deadline? Eli Okobo ou Devin Booker? Darren Collison et peut-être un autre meneur que je garde en fait pour ma ball prediction. Ok. On devient tactique avec les ball predictions. J'aime ça. Moi, je vais dire Kemba. Mais je suis pas sûr là-dessus, mais je vais quand même dire Kemba. Question suivante, les Spurs seront-ils dans le top 5 défensif cette saison? Petit historique des Spurs, l'année dernière, 4e, 2016-2017, premier, 2015-2016, premier, 2014-2015, 3e, 2013-2014, 4e, 2012-2013, pardon, 3e, il faut remonter à 2011-2012 pour les voir en dehors du top 5 où ils étaient 11e. À titre de comparaison, l'année où ils sont 11e, ils ont un defensive rating à 100.6. Ça aurait été la meilleure défense l'année dernière. Sur ce, seront-ils dans le top 5 défensif cette saison? Moi, je les mets 5e pile. J'aime ce genre de risque. Moi, je les mets pas dans le top 5 par rapport au personnel. Déjà, la saison dernière, après le All-Star Game, ils étaient 7e et ils ont fini après le All-Star Game avec un defensive rating de 107.2. Donc je dirais devant eux Boston, Utah, Philly, Toronto et peut-être les Pelicans. Je vais dire non, mais ça va jouer à peu... J'aime bien. Ils sont dans le top 10 quoi. Ouais, j'aime bien ce qu'a fait Pierre en fait de les mettre 5, c'est très malin ça. J'apprécie la perversité du truc de les mettre 5, tu vois, juste comme ça. Mais je vais dire non. T'as raison Tom, DeRozan, Aldridge, il y a plus vraiment de bons défenseurs. Certes, Dejounte Murray, mais il reste un peu jeune. Il y a pas assez de bons joueurs défensifs pour espérer qu'ils fassent quelque chose. Quelle sera la recrue la plus décevante à l'Est et à l'Ouest? On va commencer par l'Ouest. Tiens, Pierre. Carmelo Anthony. Forcément. Il est plus chez lui, donc. Non, en vrai, je pense Rajon Rondo. Carmelo Anthony, c'était pour le troll. Tom? Moi, je pense Trevor Ariza. D'ailleurs, je pense il va peut-être même pas finir la saison là-bas. Ok. Moi, je vais donner DeAndre Jordan parce que je pense que du côté de Dallas, on s'attend à avoir DeAndre Jordan 2014. Et quand on va voir arriver DeAndre Jordan 2018, on va se dire qu'il y a eu un problème. Côté Est, si vous voulez, n'hésitez pas, on est en mode accéléré, mais si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. À l'Est, qui sera la recrue décevante? J'ai 3 prétendants: Kenneth Farid, Jabari Parker, Tyreke Evans. Moi, j'en ai qu'un, je dirais Wilson Chandler par rapport au rôle que je pense que Philly veut le faire jouer et le rôle qu'il pourra assumer sur le terrain. C'est un joueur l'an dernier qui a fait une saison qui était assez compliquée, donc je pense que ça peut être qu'il apportera pas autant que ce que Philly pourrait espérer par exemple. Doug McDermott. On n'a pas parlé de lui, j'ai juste donné son nom quand on parlait des Pacers, mais on lui a donné un sacré paquet, et j'aime pas voir Doug McDermott avoir des responsabilités dans une équipe, même s'il a fait une bonne pige à Dallas, ça reste un joueur qui, sur le terrain, aura toujours des limitations, et ça m'inspire pas trop. Quel événement serait le plus surprenant? L'absence en finale NBA des Warriors, ou l'absence en finale NBA des Celtics? Après ce qui s'est passé il y a 10 minutes, je pense qu'on peut deviner le vote de Tom. Mais on va commencer par Tom. Voilà, comme vous l'avez deviné, c'est même pas par rapport à Toronto, c'est juste que comme 87% des GM dans la GM Survey qui est sortie de John Schumann cette semaine voient les Warriors gagner le titre. Donc ça veut dire que 87% des GM les voient en finale NBA.
Donc du coup, un autre événement que ça a très peu de chances d'arriver, a moins de chances d'arriver. Donc du coup, ce serait l'absence des Celtics en finale. Non, le plus surprenant, ça serait l'absence des Warriors, du coup. Oui, l'absence des Warriors en finale, donc du coup, l'événement le plus surprenant, l'événement le plus likely, entre guillemets, le plus probable, possible. Voilà, serait... Je suis traducteur. Voilà. Pierre? Pareil, l'absence des Warriors, parce que s'ils gagnent pas le titre, déjà c'est surprenant, alors s'ils sont pas en finale, ça serait encore pire. Pareil voilà. Pour vous, pour être honnête, c'est une question à laquelle j'ai pensé avant que Kawhi arrive. En fait, on n'a pas commencé à écrire nos questions à ce moment-là, mais c'est une question que je me pose depuis mi-juillet, en fait. Et si on pense à cette question sans Kawhi, en fait, on hésite beaucoup plus, selon moi. C'est vrai. Mais maintenant, elle a un peu moins de sens. Quel sera le top 5 au defensive et à l'offensive rating? Ça, c'est une question étiquetée Tom. Qui seront les 5 meilleures défenses et attaques? Tom, je vais te laisser commencer, du coup. On va peut-être commencer par l'attaque. Alors, pour l'attaque, je dirais dans le top 5, Golden State, Denver, Houston, et après, j'ai 2 wildcards. Ce serait Toronto et Milwaukee. Et en défense, Boston, Utah, Philly, les Pelicans et Toronto. Donc Toronto est top 5 défense, top 5 attaque. Encore. Comme l'an dernier. On va devoir faire le power ranking des amours cachés de Tom, parce que j'ai l'impression que les Raptors, ils commencent Mais non, mais ça, c'est l'effet Kawhi, en fait. Après, je surcote le truc, peut-être un peu trop, hein, mais pour moi, c'est l'effet Kawhi. Pierre. C'est une équipe qui peut pas être plus faible avec Kawhi Leonard à la place de DeMar DeRozan, normalement. C'est le normalement. Dans la phrase qui est piégeuse. Pierre. Oui, c'est normalement. En défense, moi, j'ai Utah, Philadelphie, Toronto, Boston et Spurs, du coup. Et OKC juste derrière, j'ai hésité entre les deux. Et en attaque, Warriors, Rockets, Raptors, Denver. Et juste pour Tom, Boston. Défense, je pense qu'on a les mêmes en fait en défense. Défense, y a pas d'ordre. Oui. Défense, j'ai Utah, Boston, Philadelphie, Toronto et OKC que j'ai toujours l'habitude de totalement surcoter. Hein. Faut se rendre compte année après année. Et en attaque, je me rends compte que j'ai oublié de mettre ça en attaque sur ma fiche. Quelle honte, alors que c'est un truc que j'ai bien préparé. En attaque, je crois que j'avais quelque chose comme vous l'avez dit, Denver, les Warriors. Vous avez Houston probablement. Houston, oui, totalement. Qui d'autre? Les Raptors. Qui étaient déjà l'année dernière, donc sans souci. Ouais, peut-être les Raptors, et j'avoue que là, faut trouver qui va remplacer les Cavs, en fait. Et j'ai galéré, j'avoue. C'est pour ça que je dois pas avoir de réponse. Ouais, moi j'ai mis Milwaukee, mais après pour revenir sur le defensive rating, j'ai pas mis OKC juste par rapport à Robertson, puisqu'en fait, s'il revient pas, entre guillemets, avant 2019, ça risque d'être compliqué. Ça se défend. Enfin, pour moi. Ça se défend. Pour après, top 5. Au-delà de la différence de niveau entre Robertson et ses remplaçants, une chose à pas sous-estimer par rapport à l'année dernière, c'est qu'il n'y a plus le poids Melo en défense. C'est pas encore une énième attaque à Melo. Parce que vous le sentez dans la réponse de Pierre il y a 3 minutes. Parce que c'était double poste à compenser. Enfin, c'était vraiment à compenser. Donc, à voir comment on est cette année. Voilà, tout simplement. Parce que si vous êtes top 5 avec Robertson qui revient en 2019, vous avez une grosse défense, hein. Et d'ailleurs, Dennis Schroeder est plutôt correct en défense sur ce que j'ai vu sur la pré-saison. Mieux qu'à Atlanta en tout cas. Ce qui est génial, si c'est le cas. Si ça se perpétue, c'est fabuleux. Est-ce que c'est vraiment compliqué? Non, parce que... Mais lui, de lui-même a avoué qu'il se reposait pour l'attaque et que là, alors que là, en pré-saison, on le voit prendre les joueurs presque tout terrain et tout, donc c'est assez surprenant. Non, mais c'est scandaleux de l'avouer, ça. Alors, on a plus de temps, je sais, mais c'est scandaleux de l'avouer. Alors, au moins, et la décence de pas l'avouer, quoi, que tu te donnais pas en défense. C'est totalement, c'est horrible de l'avouer, l'avoue pas, fais semblant que, je sais pas, t'étais blessé ou je sais pas quoi. Bref. Dernière question, les Knicks sans Porzingis sont-ils meilleurs que les Kings? Oui ou non? Ça va être serré, hein. En fait, je pense que le bilan sera pas énormément différent. Ouais, non, plutôt l'inverse d'ailleurs, c'est ce que je lis mal, c'est que le niveau des équipes ne sera pas complètement différent, mais les Kings vont se faire défoncer à l'ouest. Mais vraiment. Du coup, ils auront peut-être un bilan moins gonflé que les Knicks. Je pense qu'ils sont meilleurs que les Knicks sans Porzingis. Moi, je pense qu'ils sont meilleurs, mais qu'ils auront un mauvais bilan. Donc, parce que l'opposition est plus forte.
Donc en termes de bilan, les Kings, pire bilan de la saison régulière? Non, pas pire bilan, mais Qui serait pire que les Kings? les Hawks, je pense. Hein. Les Hawks, ouais. Les Hawks, ça va être dur. Hein. les Hawks, ça va être compliqué, hein, les gars. C'est vrai. Ça fait partie du projet, mais ça va être compliqué. Et peut-être, j'aime pas dire ça, mais les Bulls, ça peut aussi partir en cacahuète. Hein. En cacahuète, on est sur combien de victoires? Parce que moi, les Kings, je les vois mal passer 20. Hein. Les Kings? Ouais. Donc s'il y a pire qu'eux, on est à 15. Hein. Ça commence à devenir problématique, hein, quand même. Non. Je pense qu'il y aura pas d'équipe en dessous de 20 victoires, je pense, cette saison. À voir. On va conclure là-dessus, mais je pense vraiment que les Kings, ça c'était une prédiction folle, d'Alan la saison dernière, mais les Kings et les Hawks, les Bulls, ils ont plus de talent que les deux, mais les Hawks et les Kings, ça va vraiment, vraiment être difficile. J'ai peur pour eux. Ils ont largement plus de talent, mais les Bulls, petite stat à la con, entre guillemets, sur le match de pré-saison, encore une fois, les Bulls qui se sont fait mitrailler par Milwaukee, qui ont pris, Milwaukee a pris 89 shoots dans le match. 81 shoots étaient soit à 3 points, soit dans la raquette. Donc en gros, il y a eu que 8 shoots qui sont genre mi-distance ou pas dans la raquette. Stat amusante, les Bulls sur ce match-là ont pris 13 shoots de plus que Milwaukee et ont perdu de 34 points. La défense, les mecs, ça non mais c'est ça en fait le truc. Je pense que la défense des Bulls là, ça va être très très compliqué hein, mais vraiment. Ils vont se prendre un camion de points. Ces deux équipes dont je pense, c'est des équipes sur lesquelles on va s'arrêter pendant la saison et parler un petit peu parce que on n'en a pas parlé la saison dernière et ça risque d'être pas forcément plus brillant, mais il faudra en parler à un moment ou à un autre. Sur ce, on va conclure cet épisode à rallonge du podcast, le numéro 131. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, sur les plateformes de streaming. Nous laisser des notes aussi. Je perds un peu espoir pour mes 100 petites étoiles. 5 étoiles avant le 31 décembre. On y croit, mais là on est à 75. Il en faudrait 25 de plus. N'hésitez pas, si vous l'avez pas encore fait, à nous donner ces 5 étoiles ou 4 au pire. Mais bon, je pense qu'on en mérite 5 quand même. Messieurs, c'est le moment Hollywood. Jean-Pierre Foucault. Attends, je suis obligé de laisser. Pierre, c'est le cours Florent ici. Il faut laisser des vides volontairement pour un petit peu faire monter la pression. Vas-y. J'étais mort de rire quand j'ai écouté ça. Je dis, mais il est sérieux. Je suis totalement sérieux. Tu sais que c'est un des meilleurs moments de ma vie au niveau montage, c'est caler le moment pour que ça arrive. C'était génial. J'avais des larmes aux yeux. Musique qui fait peur. Je pense que je vais prendre la musique des 300 000 cette fois-ci. Prends la musique du Burger Quiz. Non, mais il y en a une quand ils font le burger de la mort. Il y a moyen que je fasse ça. Je vais me laisser une réflexion quand je ferai le montage. Bold Prediction épisode 2. À toi l'honneur, Pierre. Nous n'aurons pas Houston Golden State en finale de conférence. Tom. D'Angelo Russell sera à Phoenix à la fin de la saison. Les Lakers ne seront pas en play-off. Salut à tous.